Bonjour à tous. Alors je voudrais commencer par associer à cette présentation donc les co-auteurs de cette publication sur laquelle bien sûr je me suis appuyée pour préparer cette présentation, en particulier bien sûr Gilles, mais également Christophe Dadur, Fabrice Michel et aussi Souheil Damani qui avait coordonné notre groupe de travail. Alors, je voudrais commencer par vous convaincre qu'en fait, c'est une problématique très fréquente, l'anesthésie de l'enfant obèse, à l'aide de cette étude PICHI, qui est une enquête qui a été menée en Grande-Bretagne dans les hôpitaux au nombre de 102, sur une cohorte d'un peu plus de 4000 patients, pour dénombrer la proportion d'enfants obèses ou en surpoids qui bénéficiaient d'une anesthésie générale. 3 grands messages. Le premier, c'est qu'il y a quand même 24% des enfants qui étaient dans ce cas. Le second message, c'est qu'en fait, la tranche des 5-10 ans est surreprésentée. Et puis, enfin, le troisième message, c'est qu'un certain nombre de dossiers n'ont pas pu être analysés, tout simplement parce qu'on n'avait pas les données permettant de calculer le BMI. Et c'est très probablement le cas aussi dans bon nombre de nos dossiers. Alors on peut se dire, eh bien, c'est outre-Manche, la tradition culinaire en France est un peu différente. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs Jean-Philippe qui nous a fait découvrir hier soir une très belle table caennaise. Mais en fait, quand on regarde le sondage OBEPI sur la période 2018-2021, eh bien, la situation en France est encore plus défavorable, avec une proportion, vous voyez, dans la tranche des 5-7 ans, de 39% d'enfants en surpoids ou obèses. Alors finalement, c'est la tranche d'âge qui va nous intéresser le plus, parce que la prise en charge des ados obèses, finalement, c'est plus proche de ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la prise en charge du jeune adulte. Alors bien sûr, l'obésité, c'est une problématique à la fois multidisciplinaire, multidimensionnelle. Il y a de multiples recommandations, notamment de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge. Mais la consultation d'anesthésie, c'est aussi l'opportunité pour les enfants pour lesquels la problématique n'a pas encore été identifiée, de faire prendre conscience aux parents de la nécessité de traiter le point et d'orienter l'enfant vers nos collègues pédiatriques spécialisés. Et aussi pour nous, ça va être extrêmement crucial de détecter les comorbidités, à la fois cardiovasculaires mais surtout respiratoires, et aussi de rechercher dans le dossier l'existence d'un syndrome métabolique, parce que vous allez voir que l'ensemble des complications périopératoires, elles sont vraiment proportionnelles à l'IMC. De façon générale, il faut considérer qu'un enfant obèse ne peut être jamais ASA1. Donc je vous propose de faire un focus sur les points clés de la prise en charge. On va revenir un petit peu aussi sur ce que vous avez dit Gilles, parce que vous imaginez que le SAOS aussi est particulièrement fréquent. Alors tout d'abord, quelle est la définition, ou plutôt les définitions de l'obésité, puisqu'on dispose de celle de l'OMS qui est basée sur le poids, celle du CDC qui est donc américaine sur l'IMC, et celle de l'IOTF, qui est l'International Obesity Task Force, sur laquelle on va en France s'appuyer, qui est aussi basée sur l'IMC, mais sur des données anthropométriques de 6 pays qui donnent une coloration, on va dire, un petit peu plus internationale à la définition. Alors, cette définition de l'IOTF, elle est plus spécifique pour déterminer les enfants, identifier ceux qui sont à risque cardiovasculaire et métabolique, alors que la définition de l'OMS est en fait un petit peu plus sensible. Alors, on va se baser sur ces courbes d'IMC. La difficulté chez l'enfant, c'est qu'en fait, l'IMC varie physiologiquement au cours de la vie, et donc vous n'aurez pas, comme chez l'adulte, les fameux seuils de 25, 30 et 40. À la naissance, si on regarde la courbe du petit garçon, l'IMC est à 13, ensuite il monte à 17, vers 7-9 mois, vous savez, lorsque l'enfant a une surcharge physiologique avec une masse graisseuse qui représente une proportion la plus importante au cours de la vie et qui sont extrêmement difficiles à perfuser. Ensuite, à 6 ans, c'est 15,5 et quand on a 18 ans, c'est 21. Alors, la définition, tout d'abord, le surpoids, c'est quand on se retrouve au-delà de la courbe du 97e percentile de l'IMC, ce qui correspond, quand on a 18 ans, approximativement à un IMC à 26. Et quant à la définition de l'obésité, eh bien, c'est quand on se retrouve
au-delà de la courbe d'IMC du percentile qui aboutit à 18 ans à un IMC supérieur à 30. Alors, il n'y a pas réellement de définition qui soit consensuelle de l'obésité sévère. On va plutôt se fier sur l'évolution de cette courbe d'IMC lorsqu'il y a un rebond d'adiposité précoce à partir de 6 ans, lorsqu'il y a une ascension continue de la courbe d'IMC depuis la naissance, et lorsqu'on a un changement rapide de couloir de la courbe, et puis aussi si le rapport du tour de taille sur la hauteur est supérieur à 0,5, ça veut dire qu'on a une obésité abdominale qui est associée à un risque cardiovasculaire et métabolique accru. Alors certes, il y a un certain nombre d'obésités secondaires, endocriniennes, hypothalamiques, syndromiques et génétiques. Alors rassurez-vous, cette diapositive n'est pas exhaustive, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le plus souvent, en fait, l'obésité n'est pas secondaire. Alors, un petit peu de physiopathologie, d'une part sur le risque cardiovasculaire. Alors, il y a beaucoup de flèches, ça veut dire tout simplement que tout est lié et c'est tout à fait superposable à ce que vous connaissez chez l'adulte. Tout commence par une dysfonction endothéliale qui va conduire irrémédiablement à l'hypertension artérielle, en passant par une phase de diminution des variations nocturnes de pression artérielle, une hypertension artérielle d'effort qui représente quand même 50% des enfants obèses et en surpoids. Et puis ensuite, donc, avec la stimulation sympathique, vous allez avoir une augmentation du débit et de la masse myocardique qui va conduire à une dysfonction ventriculaire gauche. Et tout ça va s'associer aux modifications ensuite induites également par le SAOS. Et donc, du coup, à la fin, on se retrouve avec un remodelage qui est biventriculaire. Alors, lorsque l'hypertension s'associe en plus à une obésité abdominale, une intolérance glucidique et une dyslipidémie, on se retrouve avec un syndrome métabolique. C'est quand même 12% des enfants en surpoids, 30% des enfants obèses. On peut même avoir une hépatopathie stéatosique qui se traduit très précocement par une cytolyse hépatique. Et au milieu de tout ça, en fait, le dénominateur commun, c'est l'insulino-résistance qui va participer à la genèse d'un diabète de type 2 et entretient donc par le biais de sécrétion cytokinique pro-inflammatoire la dysfonction endothéliale. Alors, l'évaluation cardiovasculaire, elle est finalement très simple. Il s'agit d'évaluer la réserve cardiovasculaire fonctionnelle de l'enfant avec des tests simples. Et puis ensuite, évidemment, quand on a des obésités majeures, on verra donc l'enfant vers le cardiologue. Il y a un truc simple qu'on ne fait pas toujours de façon systématique en anesthésie pédiatrique, c'est tout simplement la mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque en consultation d'anesthésie, qui dans ce cas-là est vraiment cruciale, à condition d'utiliser une technique adaptée et en particulier donc un brassard d'une largeur égale à 2/3 de la hauteur du bras. Alors, sur le plan des complications respiratoires, c'est un petit peu plus multifactoriel et spécifique de la pédiatrie. Tout d'abord, bien sûr, vous avez un syndrome restrictif avec une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle, avec une diminution de la capacité de diffusion de l'oxygène. Le tout entraîne une augmentation du risque d'hypoxémie, en particulier aussi parce que vous allez avoir une incidence de ventilation difficile qui est plus fréquente, qui est finalement proportionnelle à l'IMC, de même qu'une incidence d'intubation difficile, qui est certes pas très élevée, mais qui est quand même multipliée par 3 chez l'enfant obèse. Et puis aussi, vous allez avoir là une spécificité pédiatrique, c'est que vous allez multiplier par 3 le risque que l'enfant obèse soit asthmatique à l'âge de 6-7 ans. Et comme il y a aussi chez l'enfant obèse une augmentation de la susceptibilité aux infections des voies aériennes supérieures, et bien tout ça conduit à une hyperréactivité bronchique qui fait le lit donc d'une augmentation du taux de complications à type de laryngospasme et de bronchospasme. Alors, on va revenir un petit peu plus longuement sur le SAOS, mais il faut aussi ajouter les effets dépresseurs respiratoires démorphéniques qui vont survenir par 2 mécanismes. D'une part, pharmacocinétique avec le risque d'accumulation, et puis on va voir aussi du fait d'une relation PKPD un petit peu modifiée. Donc l'évaluation, elle est tout d'abord clinique, mais en fonction de l'importance de la surcharge pondérale et aussi de la typologie de chirurgie, eh bien, il faudra éventuellement adresser certains enfants pour la pratique d'épreuves fonctionnelles respiratoires.
Il y a aussi une fréquence de reflux gastro-œsophagien qui est plus importante chez l'enfant obèse, surtout en cas d'obésité sévère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de RGO, de modifier les règles de jeûne, parce que les volumes résiduels, que l'on les calcule à partir du poids réel ou idéal, en fait, ils sont tout à fait comparables, quel que soit le poids. Alors la stratégie ventilatoire, en fait, on la calque sur ce que vous connaissez chez l'adulte, parce qu'il y a très peu de données pédiatriques. On insistera sur l'importance d'une préoxygénation, parce que là, la désaturation au cours de toute apnée est d'autant plus rapide que l'enfant est jeune, et de surcroît, bien sûr, s'il y a une obésité. Et c'est l'occasion de vous rappeler qu'au cours d'une apnée, si vous ne voulez pas descendre en dessous d'une saturation inférieure à 90%, eh bien, il faut reventiler dès que la saturation passe progressivement de 100 à 95%, parce que la saturation continue de diminuer au moins 20 secondes au cours de la reventilation avant de remonter. Donc, les petites particularités pédiatriques, c'est que vous savez qu'on n'utilise pas très fréquemment les curares pour l'intubation. Là, il faudra peut-être considérer, discuter son indication, parce qu'il n'est pas toujours évident chez un enfant obèse de bien ajuster la profondeur d'anesthésie, d'adapter le volume courant aussi au poids idéal et non pas au poids réel pour éviter les barotraumatismes, de peut-être vous encourager à récuser plus souvent donc, les enfants qui ont une infection des voies aériennes supérieures en prenant en compte le fait qu'ils soient obèses. Pas de spécificité pour l'extubation, simplement on essaiera de maintenir une proclivité permanente. Alors on va s'attarder un petit peu sur le SAOS qui s'intègre donc dans le syndrome de dysfonctionnement des voies aériennes supérieures, parce qu'en consultation, il va falloir le détecter, qu'il s'agisse d'éléments diagnostiques cliniques ou paracliniques, parce que ça va avoir des conséquences non seulement sur la prise en charge, mais aussi sur votre choix de modalité d'hospitalisation. Alors en fait, il y a 3 types de SAOS. Il y a celui dont vous a parlé Gilles, celui qui est lié à l'hypertrophie amygdalienne. Le type 2 qui correspond à une infiltration graisseuse chez les enfants qui ont une obésité tronculaire. Et puis ensuite le type 3 qui correspond donc aux dysmorphies maxillo-faciales. Alors on peut avoir des enfants qui ont un SAOS de type 1, mais qui sont obèses, donc ça va effectivement rajouter un facteur de risque. Et puis dans le type 2, on sait que chaque incrémentation d'IMC au-delà du 50e percentile majore la fréquence du SAOS de 10%, avec une corrélation encore plus forte entre l'IMC et la fréquence du SAOS chez l'adolescent, même si cette association n'est pas toujours bien claire, parce que heureusement, il y a beaucoup d'adolescents qui sont obèses et qui n'ont pas de SAOS, mais néanmoins, il faut retenir qu'il y a une corrélation entre la gravité du SAOS et l'IMC. Alors le SAOS a des conséquences à la fois neurologiques et notamment ça va entraîner des troubles comportementaux qui sont décrits de façon, on peut dire, assez peu flatteuse par William Osler, mais que vous pourrez parfois détecter dès la consultation d'anesthésie avec des enfants qui ont des véritables troubles de l'attention et une intolérance à la frustration. Vous allez avoir aussi, comme on l'a évoqué, une répercussion sur le système cardiovasculaire, parce que ces petites alternatives d'hypoxémie et de réoxygénation et de variation de pression intrathoracique vont entraîner un stress oxydatif qui va entraîner une stimulation du système sympathique et qui va aussi entraîner une augmentation des résistances artérielles à la fois systémiques et pulmonaires, et au pire, ça peut entraîner une hypertension artérielle pulmonaire qui est heureusement relativement rare. Donc l'évaluation préopératoire aura pour objectif de dépister et d'évaluer la sévérité du SAOS et de rechercher donc l'ensemble des comorbidités. Donc, il y a un certain nombre d'éléments cliniques, à la fois nocturnes et diurnes, avec des symptômes qui ont été gradués entre mineurs et majeurs par les recommandations internationales qui doivent pouvoir attirer votre attention sur le sujet. Bien sûr, le gold standard, c'est une réalisation d'une polysomnographie du sommeil, mais vous savez que le délai d'attente pour obtenir cet examen dans un laboratoire du sommeil, voire même une polygraphie ambulatoire, est de plusieurs mois.
Donc on ne va pas la réaliser de façon systématique quand on a un SAOS de type 1. Par contre, l'obésité est une indication à la réaliser quand on a une suspicion de SAOS. Et en tout cas, quand cet examen a été réalisé, il faut vraiment en prendre connaissance. Alors, il n'y a pas de réel consensus sur la définition du SAOS, mais le plus souvent, on retient donc pour le SAOS sévère donc un indice d'apnée-hypopnée horaire supérieur à 10 avec une SPO2 inférieure à 80% pour la valeur du nadir, ainsi qu'une PaCO2 supérieure à 60 mm de mercure. Alors on a pu évoquer le MOS score pour remplacer cette polysomnographie qui est basée sur les données de l'oxymétrie nocturne, mais malheureusement, même si elle est très spécifique, en fait c'est un test qui est relativement peu sensible. Donc comme vous l'a déjà évoqué Gilles, on s'appuie beaucoup quand on ne peut pas avoir de polysomnographie et que l'intervention est relativement urgente sur un test qui a l'avantage d'être validé en langue française. Et puis, alors, les conséquences, c'est qu'il faut retenir que l'hypoxie intermittente va entraîner donc une sensibilité accrue des effets analgésiques. Et donc, la conséquence directe, c'est qu'il faudra diminuer par 2, voire par 3, votre première dose de titration de morphinique. Et globalement, les doses de titration morphinique en salle de réveil sont proportionnelles au nadir de la SPO2 nocturne. Alors, vous pouvez avoir plusieurs situations. Vous pouvez avoir un enfant qui doit subir une amidectomie et qui est en surcharge pondérale et qui est obèse. Là, de toute façon, vous augmentez de façon considérable le risque de complications respiratoires, d'une part parce que l'obésité ne va pas régresser pendant l'intervention, et même, en fait, pendant les premières 24 heures post-amidectomie, la réversibilité du SAOS qui serait liée à l'hypertrophie amygdalienne ne va pas être immédiate, et donc vous allez même avoir en post-opératoire donc une aggravation du SAOS. Et donc les complications, c'est la nécessité d'administrer de l'oxygène, de ventiler en CPAP, de réintuber, voire de faire une admission imprévue en soins intensifs. Et l'obésité, c'est vraiment un risque important. Et même si vous n'avez pas d'amydalectomie, eh bien obésité et SAOS, vous avez exactement les mêmes risques. Donc, dans votre réflexion, quelle surveillance post-opératoire? C'est clair qu'à partir du moment où vous avez une obésité, ça vous exclut donc l'ambulatoire. Et à partir du moment où vous avez un SAOS et une obésité, c'est forcément une surveillance continue de l'oxymétrie, au moins la première nuit post-opératoire. Alors, une autre particularité de ces enfants obèses, c'est qu'ils ont une altération de la qualité de vie avec, bien sûr, développement de traits d'anxiété, de dépression, aussi d'altération de l'estime de soi. Et donc ça peut vraiment modifier leur vécu expérientiel de la période périopératoire, générer plus d'agitation, de douleur post-opératoire, voire même augmenter la durée d'hospitalisation. Donc on a tout intérêt à faire une préparation anxiolytique de ces enfants, mais plutôt non médicamenteuse, puisque le midazolam, c'est un médicament qui est lipophile. Et donc ça m'amène à vous parler de considérations pharmacologiques. On a vu qu'il pouvait y avoir des modifications de la relation concentration-effet pharmacologique pour les morphiniques. Pour les autres médicaments, généralement, il n'y a pas de modification. Mais par contre, pour tous les médicaments qui sont lipophiles, eh bien, vous allez avoir un impact pharmacocinétique parce qu'on va augmenter le volume de distribution. Alors, on a la notion du poids idéal et puis aussi la notion du poids total, mais on va aussi introduire la notion de poids de masse maigre. Alors, pour tenir compte de la taille, on va plutôt, pour définir le poids idéal, passer par la définition de l'IMC idéal. Alors, il y a plusieurs publications qui vous proposent des formules pour le calculer. J'ai choisi celle de Callaghan parce que derrière, on a un normogramme. À partir du moment où on a le poids idéal, on pourra calculer le poids de masse maigre. Il faut considérer que chez un enfant obèse, la prise de poids, elle n'est pas exclusivement liée à la prise de masse graisseuse, mais aussi on a une augmentation de la masse maigre, en particulier musculaire au niveau des membres inférieurs, tout simplement parce qu'on a un développement de cette masse nécessaire pour assurer la déambulation, et ça correspond à peu près à 29% de la prise de poids.
Alors heureusement, on a des petites règles. Par exemple, pour un enfant de 10 ans, ici une fille qui a une surcharge évidente, 71 kilos, qui fait 1,42 m, eh bien son poids idéal c'est 34 kilos, mais en fait son poids de masse maigre c'est 45 kilos. Donc vous voyez qu'on a des variations de poids très importantes. Alors comment on ajuste des posologies ? Alors là, je vais vous donner quelques indications. Il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre parce que ce n'est pas toujours consensuel dans toutes les publications. Pour le propofol, on va plutôt utiliser le poids de masse maigre à l'induction, mais utiliser pour l'entretien le poids réel, mais on s'expose bien sûr à une accumulation. Pour le fentanyl, le sufentanil, on va plutôt utiliser à l'induction le poids réel. Pour les autres morphiniques, les curares non dépolarisants, les antidotes, c'est le poids de masse maigre, et la succinylcholine, comme chez l'adulte, le poids réel. Mais en fait, quand on regarde dans des études rétrospectives la pertinence des doses qui ont été administrées, on s'aperçoit que chez l'enfant obèse, il y a souvent des altérations de l'évaluation de ce qui était nécessaire. Donc en fait, la recette, c'est vraiment de titrer et aussi de monitorer tout ce qu'il est possible de monitorer, la profondeur d'anesthésie, d'analgésie et la chorisation. Alors en fait, bien sûr, l'agent anesthésique idéal, c'est celui qui a le plus petit volume de distribution. Donc quant au choix de l'halogéné, sur la base du coefficient de solution dans les graisses des halogénés, on aurait plutôt envie de choisir le desflurane. Ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on a vu que beaucoup d'enfants obèses étaient asthmatiques et en plus avec un risque accru d'infection des voies aériennes supérieures. Et comme vous l'a déjà évoqué Gilles, eh bien, le desflurane est irritant pour les voies aériennes supérieures et donc va participer à la genèse d'un bronchospasme. Ce n'est pas totalement interdit de l'utiliser, mais il faudra y réfléchir. Alors l'utilisation de la dexdéméthomidine peut s'intégrer dans une stratégie multimodale d'épargne morphinique pour assurer l'analgésie post-opératoire. Donc, mais en péropératoire, attention, quand vous utilisez le dosage sur la base du poids, vous allez vous exposer du poids donc réel, vous allez vous exposer à une augmentation des concentrations plasmatiques et puis aussi de la demi-vie contextuelle. Donc il n'y a pas de recommandation formelle, mais en tout cas il faudra diminuer les doses. Évidemment, l'anesthésie loco-régionale, mais ça, ce n'est pas spécifique à l'enfant obèse et c'est vrai pour toute la pédiatrie, est idéale pour diminuer le recours aux morphiniques, mais le repérage externe peut être difficile, avec une diffusion des anesthésiques locaux moins prévisible. Alors évidemment, avec l'échographie, ça facilite les choses. L'échographie peut être extrêmement utile dans la gestion de l'abord veineux qui peut être considérablement difficile. Il faudra penser à prévenir les parents en consultation qu'une voie centrale peut être, dans certains cas, plus indiquée que chez un enfant qui n'aurait pas cette comorbidité. Quant aux positions péropératoires, il n'y a pas de particularité par rapport à ce que vous connaissez chez l'adulte. Il y a des sites de recommandation internationales qui listent le matériel dont on peut avoir besoin en salle pour positionner correctement le patient. On va évidemment choisir le plus souvent la chirurgie fermée, parce que ça va participer à la réduction aussi de la douleur post-opératoire, mais ça, ce n'est pas non plus une particularité de l'enfant obèse. En fait, la règle, c'est d'essayer de maintenir la proclivité le plus souvent possible. Enfin, vous avez une augmentation du risque d'infection du site opératoire et il y a plusieurs publications pédiatriques qui le démontrent. Et là, donc, ça conduit à la recommandation d'adapter les posologies de l'antibiotique sur le poids réel, mais bien sûr en se limitant pour la dose maximale à celle que vous allez utiliser chez l'adulte. Enfin, un dernier petit point pour lequel il n'y a pas réellement de recommandations et de consensus, mais là je vais vous livrer donc l'avis des experts de la SOFCOT, parce que finalement après la chirurgie des voies aériennes supérieures, la principale indication chirurgicale chez l'enfant obèse, c'est l'orthopédie, en particulier sur les membres inférieurs en raison de l'épiphysiolyse. Et donc ces experts donc préconisent un score. Alors la particularité du risque de thromboprophylaxie, c'est que le risque thrombotique est maximal en période néonatale et puis ensuite est faible chez l'enfant, va remonter à l'âge de 13 ans et va atteindre un risque équivalent à l'adulte à 16 ans. Et vous voyez que dans ce score, eh bien, l'obésité de l'enfant, la surcharge, est importante à prendre en compte.
Donc les messages clés, eh bien, c'est l'évaluation préopératoire, bien sûr, des comorbidités. En fait, c'est les mêmes recommandations en conclusion, les mêmes take-home-messages que vous a donné Gilles. C'est prévenir pour diminuer l'incidence des complications respiratoires. Mais probablement, ce sur quoi on peut tous optimiser nos pratiques, c'est d'être extrêmement attentif, d'avoir toujours dans nos dossiers d'anesthésie à la fois le poids, la taille et le calcul de l'IMC. Et si on fait ça, on s'apercevra que la fréquence de la surcharge pondérale et de l'obésité est bien plus fréquente en pédiatrie que ce que l'on croit habituellement. Voilà, je vous remercie de votre attention.